Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Renaissance TV ce soir en compagnie de Rémi Rouland, auteur, auteur et puis également accompagnant justement spirituel. Merci Rémi d'être avec nous. Bonjour Anatole et bonjour à toutes et à tous et merci de votre écoute. Alors ce soir, tu vas nous faire une conférence sur l'amour, l'argent et la conscience. Tu es auteur de 2 livres justement sur justement l'amour, sur justement aussi l'argent. Je trouve que c'est intéressant de parler de ça ce soir parce que bon, ce sont des sujets de société qui peuvent peser lourdement. Voilà. Selon comment ça se passe, soit dans l'un, soit dans l'autre, surtout quand ça se passe mal dans l'un et dans l'autre. Donc, ça va être intéressant justement que tu nous parles un peu de cette vision. Et puis, tout ça justement avec une vision de la conscience aussi différente sur ce qu'aujourd'hui devrait peut-être être l'argent, mais aussi, j'ai envie de dire, l'amour. Donc, on va discuter de ça ce soir. Merci à vous tous d'être présents. Bonsoir Sébastien, Missilia, bonsoir Mireille, bonsoir Sandra, Cindy, Renaud. On est qui encore? On a Marie-Claude, Sylvia, la nébuleuse, Christine, Hakim, Véronique, Valéria. Merci à vous tous et Josie, merci à vous tous de votre présence et puis toutes les personnes, pareil, qui regarderont cette vidéo en replay. Bien, justement, Rémi, avant de se lancer dans le vif du sujet, peut-être si tu veux bien nous parler de toi, qui tu es, ce que tu fais, ton parcours un peu. D'accord, donc je suis Rémi Rouland, j'ai 53 ans depuis très peu. Ah, par Euh, contre, tu fais pas ton âge, hein, parce que si toi, tu as 53 ans, c'est que tu as dû trouver là où tu habites la corne de jouvence, hein, parce que franchement, je veux dire, j'ai 41 ans, je suis plus âgé que toi, hein. Putain, moi, je dis respect, hein. c'est le lâcher prise, la liberté, le soleil, voilà. Donc je suis résident en Guadeloupe depuis bientôt 13 ans. Mon parcours, alors j'ai 3 enfants, j'ai 2 petits-enfants de 7 et 3 ans. Et j'ai 3 enfants, 29 ans, un fils de 29 ans, et j'ai 2 filles, 25 et 20. Donc voilà, j'ai, on va dire, un parcours classique et je suis donc normand d'origine. J'ai 30 ans d'années d'expérience dans le commerce. J'ai commencé vendeur en décoration dans un magasin de bricolage. J'ai vite évolué. 3 ans après, j'étais directeur de magasin avec un CAP BEP de menuiserie en poche. Donc rien à voir, mais comme quoi on peut y arriver. Ensuite, je me suis lancé un défi, c'est d'être chef d'entreprise. Euh, j'ai réalisé ça à 32 ans. J'ai ouvert des magasins de luminaires et décoration dans la région toulousaine. Donc j'ai fait un premier voyage déjà de la Normandie à Toulouse, déjà un premier dépaysement. Et puis l'aventure a duré 8 ans. Et puis j'ai rencontré quelques difficultés économiques qui m'ont poussé à déposer le bilan, connaître le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire. Je me suis retrouvé alors avec une grosse dette, 1 million d'euros sur ma tête, due au cautionnement bancaire. Voilà. Donc, procédure lourde, liquidation personnelle du coup. Euh, on va dire que cette aventure m'a permis de voir l'argent déjà différemment à l'époque. C'était en 2012. Et puis, je m'en suis sorti. Il existe des procédures. Euh, on m'a fait une remise à zéro. Je n'avais plus rien, mais je ne devais plus rien. À l'époque, je devais déjà commencer à voir les bons côtés des choses. Donc, je ne le voyais pas forcément tout de suite, mais c'est une première forme de résilience à laquelle j'ai dû faire face. Ensuite, l'idée d'arriver en Guadeloupe, ben, suite à ça, j'avais envie de passer à autre chose plus rapidement. Donc, j'étais venu 2 fois en vacances et je me suis dit que, bon, la Guadeloupe, pourquoi pas. J'ai posté un CV dans diverses entreprises. 2 semaines après, on me dit que c'est OK, je peux venir. Tout s'est fait vite. J'ai pas réfléchi. Et je suis arrivé en Guadeloupe en 2013. Là, j'ai rejoint un groupe dans le bricolage et j'ai travaillé avec eux pendant 9 ans. Et puis, il y a 2 ans, je me suis dit qu'il était temps de faire autre chose. Je devais peut-être transmettre. Alors, tout ça, c'était mélangé avec une vie personnelle très en dents de scie. Depuis mon arrivée en Guadeloupe, j'ai connu le divorce, la séparation avec mes enfants. Tout le monde est rentré en métropole.
Et puis, encore une fois, la résilience. J'ai décidé de rester. Bon, tout ça, c'est expliqué dans mon ouvrage, puisqu'il y a un petit parcours avant d'en arriver à aujourd'hui. Et je suis donc resté en Guadeloupe. Et là, j'ai rencontré une personne, alors qui ne me correspondait pas finalement, mais au début, ça se voyait pas trop. Et puis, cette relation qui a duré 8 ans m'a torpillé, m'a mis plus bactère. Je devais passer par là aussi parce que ça m'a permis de travailler sur moi. Je me sentais, j'étais très dépendant affectif, donc ça c'est un élément important. Très dépendant affectif, et ça datait déjà puisque petit c'était déjà le cas. Mais là je me disais c'est fou, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe, et j'accusais l'autre. Et puis en 2021, pendant le Covid et juste après le Covid, je me suis dit là, Rémi, t'as pas le choix. Soit tu y passes, soit tu crèves, parce que j'avais fait une tentative de suicide, hein, donc j'étais quand même allé assez loin. J'étais paumé, plus d'objectifs de vie, plus de sens. Je voulais rentrer en métropole, mais en fait, ça n'aurait rien changé. J'aurais emmené mes bagages en France. Et puis, je me suis dit, bon, il est temps de travailler sur toi, puisque de toute façon, on peut pas travailler sur les autres. Donc, c'est moi qui va devoir changer. Et là, j'ai été affronter ma plus grande peur, celle d'être seul. Un grand défi. Alors, je ne suis pas arrivé tout de suite, hein. Il a fallu encore des expériences, des relations, pour que je comprenne que il faut plus que je rentre dans des relations qui ne me correspondent pas. Et il faut que je commence à m'aimer surtout. Ça, c'est la raison pour laquelle on se trouve parfois dans des relations qu'on appelle toxiques. On rencontre aussi des personnes qui vont nous faire ressortir ce point à travailler. Donc, à l'époque, je connaissais pas tout ce fonctionnement, donc j'accusais plus l'autre que moi-même. Et puis, 2021, je me suis dit, ok, c'est parti. J'ai commencé à m'éveiller, à ouvrir un peu mon esprit à ce qui est invisible. J'ai commencé à connecter avec mes guides. Pour moi, les guides, au début, le guide, c'était le routard pour moi. J'étais très cartésien. Donc, j'ai commencé à lire des ouvrages, Lise Bourbeau, Les blessures de l'âme, voilà, le chemin classique de l'éveil. Et puis, tout ça m'a permis de savoir que j'étais pas moi-même. En fait, euh, j'ai fait une petite formation en numérologie qui m'a permis aussi de me dire, mais je suis pas moi-même parce que j'ai un chemin de vie que c'est un nombromètre, on appelle ça en numérologie, j'ai le chemin de vie 33. C'est le plus puissant des nombromètres parce qu'il a une notion de l'aide aux autres, mais à grande échelle. Et j'ai deux autres besoins dans mon arbre qui sont la liberté. Alors j'étais dans des situations professionnelles où je n'aidais pas forcément l'autre, hein, parce que dans le commerce, c'est pas le lieu où la bienveillance est la plus présente. Et puis j'étais dans des relations merdiques où j'étais pas libre. Donc j'étais pas moi-même, j'étais pas aligné. Il fallait vraiment que tout ça change. Bon, j'ai œuvré, j'ai bossé, j'ai lu, j'ai écouté des gens comme Anatole, j'ai écouté beaucoup de choses sur YouTube. J'ai commencé à comprendre aussi le parcours de l'âme, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidé énormément parce que, encore une fois, c'est ma croyance. Mais j'ai trouvé vraiment beaucoup de réponses à travers ça, le transgénérationnel aussi, et puis la petite enfance, qui sont pour moi trois axes sur lesquels on doit travailler. Alors, peu importe l'ordre, mais pour moi, la petite enfance, le transgénérationnel, et puis le vie antérieure. Quand on a été fouiller un peu tout ça, on comprend ce que l'on vit aujourd'hui et on sait ce qu'on a du coup à réparer. J'aime pas dire guérir parce que on n'est pas malade, on n'est juste pas aligné. Et donc j'ai fait tout ce parcours 2021, 2022, 2023. Je voyais pas forcément d'évolution tout de suite. Hein. Je me disais mais ouais, je fais que bosser, j'ai pas de résultats, j'ai toujours les mêmes personnes qui viennent à moi. C'est toujours les mêmes profils, il y a toujours ce côté manipulation. Pourquoi? Et les choses ont commencé à s'ouvrir
quand j'ai passé un titre de formateur professionnel d'adulte. Et j'avais aussi l'idée d'écrire un livre. Alors ça, c'était en 2021, quand j'ai quitté une relation qui était hyper toxique pour moi. Je m'étais dit à l'époque, j'écrirai un livre parce que j'ai tellement eu de mal à identifier que j'étais dans une relation toxique que je voulais déjà aider les autres à comprendre le fonctionnement, le procédé. Et je m'étais dit, j'écrirai mon livre sur cette relation. Le temps a fait son œuvre. J'ai fait mon cheminement. Et je ne vais pas dire au bout du cheminement parce que c'est jamais fini. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'il était temps d'écrire. Il était temps de partager ce que j'ai vécu d'expériences négatives, mais aussi ma transformation. Parce que c'est ça qui est important surtout. Partager sur les expériences négatives, bon, tout le monde va se reconnaître, voilà, mais si on donne pas des clés, ça sert pas à grand chose. Donc j'ai écrit ce premier livre qui s'appelle L'Envol. Pourquoi l'envol? Parce que je voulais l'appeler Chrysalide, mais la chrysalide, c'est la transformation. Et pour moi, l'envol, c'est après la transformation. C'est comme une ascension. Et j'estimais que j'étais suffisamment transformé pour pouvoir passer à autre chose. Donc, ce livre qui s'appelle L'Envol raconte mon parcours. Mon parcours depuis mon arrivée en Guadeloupe. Pourquoi j'ai rencontré tant de situations et personnes qui sont toxiques pour moi. Encore une fois, on est déjà toxique pour soi-même. Mais les personnes en face sont parfois toxiques pour nous, mais pas pour une autre personne. Donc c'est tout ça que je raconte. Je donne des clés et surtout les gens se reconnaissent. Mes lecteurs se reconnaissent. Pour certains, se reconnaissent dans ah tiens, l'émotion là, mais oui, c'est ça. Et du coup, ils s'identifient à moi, à mon parcours, et se disent c'est bien ça que je vis. Du coup, le gars, il a fait ça. Et voilà, ça, j'ai mis des ressources. Il y a des noms à la fin, il y a des liens, des chaînes YouTube. Enfin voilà, je voulais donner accès à tout le monde pour pouvoir sortir de ces relations qui nous enferment et qui nous font baisser en vibration, perdre confiance en soi et parfois aller au drame. Hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le drame, c'est vrai. Oui, parce que on a toujours tendance, tu sais, aujourd'hui, un peu dans cette société, à dire en fait que c'est souvent l'homme, tu vois, dans une relation qui est toujours un petit peu visé, le manipulateur, le PN, le mec toxique. Et il y a beaucoup de cela en ce moment, depuis que tous ces termes sont sortis, en montrant que c'est toujours l'homme. Mais je pense que quand un homme en arrive, si tu veux, à un moment donné, à avoir vécu une relation, à tomber dans une presque, oui, tentative de suicide, une grande dépression, vous savez, le manipulateur, il tombe pas dans la dépression. Il fait tomber les autres dans la dépression, mais lui ne tombe jamais dans la dépression. Au contraire, lui, il s'en sort toujours très bien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai que il existe autant de femmes que d'hommes manipulateurs. Il existe autant de femmes que d'hommes toxiques. Et je pense qu'aujourd'hui, faut pas catégoriser en disant que ce sont que les hommes. Non, les femmes peuvent l'être aussi. Voilà. Euh, et je pense que nous sommes plusieurs hommes à avoir vécu ce genre d'expérience traumatisante parce que ça reste malgré tout à un moment donné une forme de traumatisme qu'il faut aller transmuter, même pour vous, hein, pour les femmes qui l'ont vécu avec un homme, c'est un traumatisme, il faut aller transmuter tout ça. Mais tu vois, je veux te poser une question. Comment tu es sûr, toi, aujourd'hui, que après avoir vécu justement toutes ces relations très compliquées avec les femmes, comment tu sais aujourd'hui que tu es totalement guéri et pleinement ouvert à une relation qui sera faite sur l'équilibre? Alors la question est très pertinente. Pour moi, j'attirerai toujours ce type de profil. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai les outils pour les détecter et les éjecter rapidement. Là où je mettais 8 ans, 4 ans, 5 ans, 2 ans. En fait, c'est comme ça que ça s'est passé aussi dans mon parcours. J'ai réduit à chaque fois le délai de, d'éjection. Du coup, aujourd'hui, je peux dire, je sais pas si je peux dire que je suis guéri totalement, mais parce il reste toujours des traumas, hein, des fissures. Mais on reste, euh, on reste quand même vulnérable par rapport à tout ça. Et surtout, aujourd'hui, j'ai les outils. Je me dis, ok, là, il y a tout un processus. Hein, ce qu'on appelle les pervers narcissiques ont tous
le même procédé, les mêmes phrases, les mêmes mots. Donc, au début, c'est le love bombing, hein, tout le monde connaît ce parcours. Euh, on va dire les compliments à outrance. Bon, mais tout ça, je le reconnais maintenant. Je me dis, non, mais Rémi, ok, bon, même si j'ai des qualités, mais je veux quand même, ça vaut pas tous ces commentaires aussi importants. Et puis, il y a dès le départ, hein, dès le premier jour d'ailleurs, il y a déjà des tests. La personne teste jusqu'où tu pourras lui rendre service. Alors, c'est pas, ça peut être porter juste le cabas des courses, hein, mais c'est un test pour les manipulateurs. Il y a beaucoup de tests comme ça. Si tu fais le retour en arrière et que tu revois les premières rencontres, tu vas te dire ah ouais, bim, pareil, le même schéma. Et puis après, il y a cette notion de vouloir mettre l'autre en dépendance, parce que un pervers narcissique a besoin d'un dépendant affectif. C'est le mariage idéal puisque les deux sont dépendants finalement. Lui, il est dépendant de toi parce que il se nourrit de tes émotions. Il te refile aussi les siennes, les mauvaises. C'est un troc. C'est-à-dire que le pervers narcissique ne veut pas porter à lui tout seul ses défauts et ses démons. Donc il veut te les faire porter. Alors il va te provoquer pour que tu réagisses avec une émotion négative. Et là, pour lui, c'est gagné, c'est banco parce qu'il te voit te défaire et pour lui, c'est ça, c'est son fonctionnement. Il ne faut pas lui en vouloir finalement parce que quand on comprend, finalement, moi aujourd'hui, quand je comprends le fonctionnement du pervers narcissique ou du grand manipulateur, je me dis qu'il n'a pas le choix. Et c'est comme ça qu'il survit. Parce que s'il ne fonctionne pas comme ça, tout s'écroule pour lui. Il peut même aller jusqu'au suicide parce qu'il s'est construit avec ça. Donc, aujourd'hui, je me dis, les pauvres. Et moi, je suis plutôt dans la bonne position puisque je peux changer. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais un pervers narcissique ne change pas. C'est incurable. Pour moi, c'est incurable. Impossible. Ces personnes-là ont trop cette idée que c'est l'autre le responsable. Donc, partant de là, il est impossible pour lui d'avouer qu'il aura eu tort à un moment donné dans la rencontre. Alors qu'un hypersensible comme moi, empathe, va trouver, limite, on va se dire, bah, c'est moi finalement. Alors ça, c'est quand on n'a pas cheminé. Mais aujourd'hui, je me dis, je regrette rien du tout, surtout pas d'ailleurs. Les personnes que j'ai rencontrées, je vais même dire que je les aime, mais pas l'amour sentimental amoureux. Je les aime parce que sans elles, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je ne serais pas l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Je ne serais pas devenu libre. Je serais resté dans mon petit confort, comme beaucoup. Hein, c'est ça, c'est oser le changement. Donc, si on change pas, on peut pas savoir derrière qu'est-ce qu'il y a. Et souvent, derrière l'inconnu, on sait bien, il y a un beau cadeau. Alors, au départ, il paraît mal emballé, mais vraiment, j'encourage vraiment tout le monde pas forcément à me suivre, à s'inspirer de mon parcours. Parce que bon, mes lecteurs me font des retours et me disent waouh, quand même, il y a eu quand même du grabuge. Et merci, en fait. Parce que sans ces personnes, je n'aurais pas été aussi loin dans la recherche de qui je suis et ce que je suis. Et c'est là l'intérêt des relations toxiques, c'est leur intérêt, en fait. Et tant qu'on les rencontre, et tant qu'on y adhère, c'est qu'on a quelque chose à guérir. Aujourd'hui, j'en rencontre encore des personnes qui voudraient me manipuler. Sauf que je les détecte, je les mets de côté, et du coup, j'estime avoir bien évolué par rapport à ça. La personne qui rentre encore dedans sait qu'elle a encore des choses à guérir. Et donc, il faut y aller. C'est pas grave, c'est une expérience. Le tout, c'est de prendre conscience et de se dire, bon, maintenant, ça y est, j'ai assez souffert, je sors. Est-ce que tu ne remarques pas que justement, la personne qui va au fur et à mesure continuer là-dedans, que à chaque fois, ça monte d'un cran. C'est-à-dire que au départ, tu rencontres, bon, un PN d'un certain niveau, après tu passes au suivant, jusqu'à ce que tu tombes sur l'antéchrist version PN, et là, tu en prends tellement plein la gueule que là, si tu n'ouvres pas les yeux, presque la vie fait. Et là, je vois pas ce qu'on peut faire de plus pour toi, parce que là, on t'a mis
le max du max, et là encore, tu deviens aveugle. Ah, mais là, mon gars, laisse tomber. C'est exactement ça, Anatole. C'est quand on n'a pas compris, on va nous remettre plus fort et plus fort. Et pendant ce temps-là, les autres, ils vont faire des stages de perfectionnement et ils reviennent. Donc, en fait, oui, c'est vrai. Tant que t'as pas compris, ça monte crescendo. Et donc, tu vas rencontrer les pires du pire, quoi. On t'envoie les élites à un moment donné. Donc, alors, on peut t'envoyer plus léger pour te reposer un peu. Mais si ça revient, c'est que il y a encore des choses à changer, hein. Mmh. Le, Tu le, le- c'est vraiment la dépendance affective qui nous maintient avec ce type de personnes. Alors, sentimentalement et professionnellement aussi, hein. Familialement aussi. mmh. C'est, c'est ça qui nous rend presque addicts à ces gens-là. Parce que limite, à un moment donné, on se dit c'est une addiction parce que ton cerveau est tellement habitué à vivre des relations qui sont compliquées que quand on a une où c'est blabla, tu vas limite c'est anormal, hein. Et je l'ai vécu. Je me suis dit mais c'est quoi, c'est pas normal. C'est pas normal à l'époque parce que mon cerveau était habitué au conflit, à la gestion. Voilà. Et puis pour moi, l'amour, c'était la fusion. Alors aujourd'hui, j'ai un autre, une autre vision de ce qu'est l'amour. Mais pour moi, il fallait que ça pique, il fallait que ce soit waouh. Comme beaucoup de personnes, hein, on pense tous que l'amour, c'est la dépendance, c'est ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Ben justement, c'est le contraire. C'est Mmh. pouvoir vivre sans l'autre sans que ça blesse, sans que ça, sans que ça amène du manque. Alors évidemment, il y a un manque, on peut avoir un manque, mais il ne faut pas que ce soit un manque euh, mal vécu. C'est-à-dire que tu dirais aujourd'hui que tu parlais justement de la solitude. C'est vrai que ça pèse la solitude pour beaucoup de gens. Faut vraiment être reconnecté, moi je dis toujours, à sa conscience pour pouvoir la supporter, la solitude. Parce que être seul, tu sais, je dirais que presque plus tu avances en âge, plus tu te dis, ouais, tu sais, il y a toujours cette croyance, mais ouais, il me reste pas longtemps, j'ai encore pas mal, peut-être qu'après je pourrai plus. Enfin, tu sais, il y a plein de croyances vis-à-vis de tout cela. Tu vois des gens tout autour de toi qui sont en couple, bon, qui laissent paraître que tout est merveilleux, et toi, tu es derrière, voilà. Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens justement qui, ben voilà, par rapport à la solitude, par rapport au fait de se retrouver seul, quelle attitude adopter pour se sentir le moins possible dans une forme d'angoisse, dans des formes de questionnement, dans des formes de, euh, ouais, ce genre de choses, tu vois? Parce que ça, c'est un problème pour beaucoup. Alors, ça a été un problème pour moi, donc je connais bien comment ça se passe. Quand on est vraiment indépendant affectif, qu'on reste trop longtemps dans des relations par peur d'être seul, ben, il faut que ça passe par palier. Donc ça veut dire que ben, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, ça va se finir, ça va se terminer, tu vas passer un petit moment tout seul. Alors, ça peut être très souffrant, parce que tu n'as pas compris encore à cette période que cette période d'isolement, elle est faite justement pour aller chercher qui tu es, savoir connaître tes besoins, et c'est là, dans l'isolement, qu'on trouve qui on est. Alors, tant qu'on n'a pas perçu ce passage comme un cadeau, eh ben, on va rencontrer à nouveau une autre personne. Alors, ça va peut-être être plus court, et en fait, à chaque fois, on va avoir cette période d'isolement qui s'allonge. Jusqu'à un moment donné où on se dit, bon, ben, finalement, aujourd'hui, je suis bien tout seul. Je ne me ferme pas à une relation, mais je suis bien avec moi-même. Donc, il faudra que la personne qui arrive, ce soit un plus et pas une charge, et pas un boulet, pas quelqu'un à réparer. Parce que moi, j'ai fait mon travail, donc j'ai plus envie de rencontrer quelqu'un à réparer. Et une belle relation, c'est quand on s'élève tous les deux, mais il faut quand même qu'à la base, il y ait déjà eu un cheminement des deux côtés, pour que ce soit bien équilibré. Quand on a affaire à quelqu'un qui a trop de blessures, ben, moi-même, j'avais beaucoup de blessures. J'ai pas dû être un cadeau pour toutes mes relations, évidemment, puisque euh, aujourd'hui, je me retrouve dans l'autre versant, c'est-à-dire j'ai cheminé, et quand quelqu'un en face de moi, alors je parle pas que de la relation amoureuse, hein, mais dans mes accompagnements, je peux aussi avoir quelqu'un qui va vite peut-être rentrer en dépendance. Et moi, je veux surtout pas ça. Parce que
L'idée, c'est de sortir de la dépendance. Il ne faut pas adopter un comportement quand on est accompagnant pour rendre les gens addicts et qu'on les voit tous les mois à raconter la même chose. C'est pour ça que cette période d'isolement, pour revenir sur la question, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Aujourd'hui, on n'est plus dans la relation qui dure 30 ans. Mes parents ont fait leurs 60 ans de mariage le 24 juillet. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, on voit bien autour de nous des couples qui font semblant d'aller bien, des couples qui sont là depuis 10 ans ensemble. Aujourd'hui, s'aperçoivent que ça vibre plus pareil, ils sont plus alignés, il y en a un qui a cheminé, pas l'autre. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de croire Des fois, c'est même pas 10 ans, hein, c'est beaucoup moins de ça. que c'est plus rapide, surtout Tu dans les comptes deux. large, là. Tu comptes large, 10 ans, parce que quand tu vois aujourd'hui que la plupart des jeunes ne veulent plus être même en couple, est-ce que tu vois pas justement qu'il y a une modification justement de la conscience au niveau de l'amour, comme si, que ça soit même dans la sexualité, dans le couple, dans l'amour, comme si tout est en train de basculer. C'est-à-dire qu'on est en train de changer complètement de paradigme de ce côté-là. Là où tu dis effectivement, comme tes parents, bah bravo, c'est beau, tu vois, c'est 60 ans de vie commune. Comme mes grands-parents sont restés plus de, je crois, 50 ans ensemble, tu vois. Mais ça, aujourd'hui, sont très rares les couples. Parce que si on regarde bien véritablement des couples, moi j'en connais, hein. Je connais des couples, ça fait 20, j'ai des copains, pour certains, ça fait 22 ans qu'ils sont en couple, 20 ans qu'ils sont mariés, mais pour certains, le mec s'écrase complètement. Ou la femme s'écrase. Si ça, c'est pour moi, dire à quelqu'un, ouais, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, mais en fait, tu t'écrases depuis plus de 30 ans, tu vois, pour moi, c'est, est-ce que on a l'impression, si j'ai à aller regarder là, autour de moi des couples, des modèles de couples où je me dis, waouh, tu sais, waouh là là, putain, vous donnez envie, j'en connais aucun. Des gens qui paraissent bien, oui, qui s'entendent bien, mais qui sont dans un équilibre, non. Et on sent aujourd'hui cette bascule au niveau du couple. Il y a encore des gens qui sont encore, et c'est normal, avec cette image de nos grands-parents, de nos parents, sur cette image du couple qui durait toute une vie. Puis il y en a d'autres qui ont compris que tout ça, c'est terminé. Et qu'on est en train de basculer sur autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que le couple ne durera que 6 mois, mais en tous les cas, tu vois, comme si aujourd'hui, ben voilà, tu es en couple avec quelqu'un, tu vis ce que tu as à vivre, et puis le jour où ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter. Et c'est pas, on tombe pas dans l'ego, on tombe pas dans le truc, c'est en gros, presque deux personnes, deux êtres qui sont capables de se dire au moment de leur séparation, merci de m'avoir accompagné, tu vois, presque de se prendre dans les bras et tu vois, presque de passer à autre chose. Est-ce que tu sens pas un peu cette bascule de ce côté-là? Si, complètement. Je trouve que les jeunes de la tranche d'âge, même les ados, hein, 15 ans jusqu'à 25 ans aujourd'hui, je trouve que les jeunes ont cette notion de vouloir être libres. Et ça se ressent dans les relations, dans leurs relations à l'autre et aussi dans le côté professionnel. Ils n'ont plus envie d'avoir un CDI et de rester là 20 ans dans la même boîte. C'est fini tout ça. Donc, il y a des gens de notre génération qui l'ont compris, peut-être tard. Donc, c'est en train de basculer tout ça pour les gens de 40, 50 ans. Pour les jeunes, je crois que c'est déjà là. C'est-à-dire qu'eux, ils ont compris. C'est pas, on a des tranches de vie. On va faire 2 ans, 4 ans, 10 ans avec quelqu'un. Et puis quand c'est plus aligné, eh ben, on se sépare. Et merci pour le chemin, merci pour m'avoir appris. Mais aujourd'hui, il faut se regarder en face. Et j'invite tout le monde à se regarder en face, se dire, est-ce que je suis heureux dans mon couple? Est-ce que je suis heureux dans mon travail? Est-ce que dans ma famille, j'ai pas des personnes autour de moi qui me polluent la vie depuis 20, 30 ans? Parce que ça, je l'entends aussi. Euh, et là, cette introspection, il faut la faire et il faut oser changer. Et c'est le oser changer qui bloque. Alors les jeunes n'ont pas, sont moins bloqués par rapport à nous. Ça c'est clair, hein. Moi j'ai des enfants. Moi à leur âge, j'avais déjà eu, je sais pas combien de relations, mais j'avais déjà cumulé parce que la peur d'être seul déjà à l'époque. Et puis pour moi, il fallait absolument avoir quelqu'un, il fallait absolument se marier, faire des enfants. C'était le schéma classique. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas, et tant mieux, ils n'ont pas cette image du couple, ni de la relation amicale, ni de la relation au travail. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'on a été trop enfermés dans ces schémas
et ses croyances, comme la phrase qu'on a toujours entendue, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Alors ça, c'est une aberration parce que on sait ce qu'on quitte. Ben oui, des fois, on sait ce qu'on quitte. Quand on dit on ne sait pas ce qu'on retrouve, ben non, en effet, on ne sait pas ce qu'on va retrouver, mais ça peut être mieux. Alors que cette phrase, elle est plutôt employée dans le genre quelqu'un qui te quelqu'un qui te frappe, par exemple. Si tu changes, peut-être l'autre il va te taper qu'un maillet, quoi. Mais bon, c'est pas obligatoirement comme ça que ça va se passer. Peut-être que l'autre personne sera une personne gentille. Et voilà, donc il n'y a pas toujours derrière ce changement pire. Ouais, mais tu vois, il y a une phrase qui revient beaucoup, d'ailleurs, c'est Céline qui elle le met, elle fait peut-être, mais ça perd la notion d'engagement et de prendre le temps de connaître l'autre aussi. Mais c'est vrai que quand on a eu des expériences comme ça, au bout d'un certain âge, qui se ressemblent, c'est vrai qu'à un moment donné, on est beaucoup, c'est pas qu'on est plus méfiant, mais on est beaucoup plus en alerte. Surtout quand tu es connecté à ta conscience. C'est-à-dire que tu es face à une personne et tout de suite, là, tu te dis, non, je peux pas. Hmm. Tu cherches pas parce que tu sais très bien que si tu y vas, il va se reproduire la même chose. Donc, en fait, c'est comme si tu avais une alerte là, au-dessus de la tête qui te dit, non, tu rencontres quelqu'un, puis là, d'un coup, ça sonne, tu vois. C'est terrible, mais tu n'as plus envie de perdre ton temps. C'est-à-dire que là où avant, tu te disais peut-être, et puis souvent, c'est comme ça, je pense que tu l'as vécu, tu sais, des fois où tu vis une situation, ça te rappelle que tu dis, oh non, c'est moi qui déconne, oh non, c'est peut-être mes blessures, oh non, c'est peut-être mes traumas. Tu laisses faire, tu laisses l'autre, bah, dans ces cas-là, prendre un peu le dessus, va se reproduire un autre truc, même truc, non, non, et au fur et à mesure, jusqu'au moment donné où tu es sous l'eau. Et là, tu te dis, bah merde, en fait, c'est la même empire, ou c'est le même empire. Et je crois qu'aujourd'hui, pour les personnes, hommes ou femmes, hein, bien évidemment, qui ont une certaine expérience dans le couple, logiquement, aujourd'hui, tout de suite, tu sais. Tu fais, non, ça, je peux pas. C'est comme le boulot, en fait, finalement. Quand tu as eu plusieurs expériences dans des entreprises, que tu es tombé que sur des responsables qui étaient des cons, bah, tu vas à un entretien, tu vois le mec, et non, c'est pas le faire. Alors qu'à 20 ans, bah, tu connais pas. Tu sais pas. Tu dis, ouais, peut-être, je trouve un boulot, c'est sympa, bon, il a pas l'air commode, mais c'est pas grave. C'est ça. C'est exactement le schéma, tant qu'on n'a pas travaillé sur soi. C'est le manque de confiance en soi aussi qui nous amène à douter, de dire finalement, c'est peut-être moi qui suis trop exigeant. Peut-être, voilà, faudrait que je baisse mes critères. Ben non, justement, il faut les monter. Donc, ce que tu dis, Anatole, là, je te rejoins complètement. Et quand on rencontre quelqu'un, alors aujourd'hui, moi, je suis capable d'observer parce que je suis outillé. Je peux observer encore un petit peu, hein. Je peux jouer encore un petit peu avec le feu, mais pas longtemps, hein. Parce qu'après, on peut vite se faire piéger par le côté sentimental, le côté attachement. Donc ça, il faut faire attention quand même. Mais quand on a confiance en soi, je pense qu'on peut encore se tromper, c'est pas grave, hein. On a le droit de se tromper encore, mais le plus rapidement possible. C'est-à-dire, si on voilà, ah tiens, bim. Alors, faut pas toujours ramener à l'ancienne relation et dire ah c'est la même chose. Faut pas tout de suite, tout de suite. Faut quand même laisser la chance à l'autre de faire voir qui elle est. Bon, malheureusement, dans le monde actuel, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas eux-mêmes et du coup te font pas voir tout de suite leur vrai visage. Et c'est là la difficulté. Donc, tant que le masque est pas tombé, tu peux te tromper, hein. L'enveloppe peut Ouais, être et puis ça peut durer jolie. longtemps, hein. Ça peut C'est durer ça. longtemps. Moi, j'en ai connu une. Elle a mis 11 mois pour se révéler. Par contre, quand elle s'est révélée, ben, c'était trop tard, elle était piégée. Parce Ouais. que c'est ça le problème, en fait, du manipulateur. C'est-à-dire que, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le manipulateur te rend fou, fou. Et une fois que tu pètes les plombs, il te pointe du doigt vis-à-vis de tout le monde en disant, regardez, c'est un malade. Mais ce qui est là, il oublie de dire, c'est que c'est lui qui t'a rendu comme ça. Mhm. C'est vrai que, et souvent, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu parles de la petite enfance, moi je remarque que quand on rencontre des manipulateurs, des gens très toxiques, c'est un lien avec l'enfance. Et quand on va fouiller, alors ça peut être le père, la mère, autre, mais il y a toujours un lien, parce que on se retrouve, et puis c'est toujours le même profil. Quand tu prends une personne qui sait s'affirmer, il y a des gens, oh non, non, moi je veux pas, tu sais, cela ils tombent pas. Le manipulateur, tombe toujours, comme tu dis, sur le même profil. La personne gentille, la personne qui n'a pas confiance en elle. Et le manipulateur en face, il voit des failles. Et en fait, il nous appâte avec du miel.
Et c'est vrai que ça peut être les personnes, mais même physiquement, il faut le savoir, des personnes où pas une seconde, on irait s'imaginer qu'ils sont capables de faire des choses pareilles. Donc en fait, ils ont souvent toujours cette apparence impeccable, qui peuvent très bien présenter, même parfois beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance en fait. Et on se dit, ah, tu vois, j'ai trouvé. C'est pour ça que, enfin, en tous les cas, moi, j'en ai connu une qui, j'ai même pas les mots. Sérieux, j'ai même pas les mots pour décrire ce qu'est cette personne. Parce qu'en fait, ça dépasse. Je crois que le mot n'a pas été inventé. Et c'est une personne, mais qui n'a plus de limite. C'est-à-dire une personne qui n'a plus aucune limite dans la bassesse et qui est prête, même si tu veux, je crois que si cette personne pouvait, elle me buterait. Ça va jusqu'à là. Donc en fait, il y a nos limites. Tu vois, il y a nos limites. Et c'est-à-dire que quand tu vis avec une personne comme ça, il y a un moment donné, tu te retrouves comme ça. C'est-à-dire que tu te retrouves piégé. Moi, ça a été mon cas. J'ai été complètement piégé. Je me suis retrouvé piégé, pieds et mains liés. Et du coup, tu en arrives à avoir peur. Moi, quand on me voit dans la vie, je fais 1m91, je fais 115 kilos. En 41 ans, je ne me suis jamais battu, on n'est jamais venu me faire chier. Eh bien, la personne était toute petite, toute menue. J'en étais terrorisé. Elle avait réussi, si tu veux, avec le temps, à me terroriser. Et là, tu es face à cette personne. Et quand tu sors de là, en fait, c'est ça le pire. C'est pas parce que tu n'es plus avec cette personne que, en fait, les traumas s'en vont. Non. Tu es encore, des fois, sous sa coupe. J'ai vu même des gens qui avaient eu des parents ou des ex-maris ou des ex-femmes qui étaient décédés et qui, malgré qu'ils étaient plus là, ils étaient encore sous leur coupe. Donc, en fait, c'est de montrer le traumatisme que ça fait. Par contre, là où je te rejoins, Rémi, c'est que quand on arrive à dépasser cela, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quelque part, bon, même moi, si c'est pas totalement réglé dans toutes mes histoires, entre guillemets, malgré tout ça, quand même, je prends la personne qui n'a pas accès, qui n'a pas eu d'éveil de conscience. Tu vis cela, on va dire qu'il y a quand même 80% de chances que ça finisse par te détruire. Parce que tu comprends pas. Je veux dire, selon ce qui s'est passé, ça détruit des gens, mais ça les détruit complètement. Une personne qui a eu un éveil de conscience et qui sait, voilà, il y a un moment donné et qui arrive à dépasser ça, c'est vrai qu'on en arrive à un stade. Et c'est incroyable. On regarde ces personnes, on leur dit merci. Même si ça peut dépasser l'entendement, on en arrive à dire merci. C'est même pas à elle qu'on dit merci, c'est merci à la vie. Moi, c'est pas eux que j'ai envie de dire merci, parce que quelque part, si on leur disait merci, ça leur ferait trop plaisir. C'est pas merci à eux, c'est merci à la vie de m'avoir permis de vivre cette expérience, parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de développer, tu vois, une toute autre conscience. Et puis, par la même occasion, effectivement, de pouvoir aider des personnes qui traversent cela. Et c'est beaucoup plus facile d'aider les gens quand on a vécu l'expérience. Or, que je trouve que dans le milieu spirituel, il y a beaucoup de gens qui prônent des choses, mais qui n'ont jamais rien vécu. Et ça, c'est très dérangeant. Quand on n'a rien vécu dans la vie et qu'on vient dire aux gens, faites ci, faites ça, moi, je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans un domaine. Si j'appelle quelqu'un, ou si j'ai un problème, c'est que la personne a vécu les choses et j'ai envie de la suivre parce qu'elle a aussi le dépassé. Maintenant, balancer des belles paroles comme ça parce que ça a été lu dans un bouquin ou écouté dans une conférence et on le rebalance derrière, pour moi, c'est du fake et ce sont des imposteurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, Et, ou avoir fait des formations, parce que on oui, peut faire voilà. une formation, Voilà. mais la formation, moi, ma formation, c'est ça, hein, c'est mon C'est parcours, ta vie. C'est ta c'est vie. mon Ben voilà. certificat, ça. Donc, qui de mieux que quelqu'un qui a vécu toutes ces expériences peut aider quelqu'un qui est dans le besoin. Un psychologue, même s'il a des tonnes de diplômes, s'il a rien vécu de, Voilà. j'aime pas dire négatif, mais s'il n'a pas eu d'expérience dans son parcours, qu'est-ce qu'il va, il va dire, il va lire des livres. Enfin, il va dire ce qu'il a C'est lu ça. dans les livres, mais est-ce qu'il va aider profondément la personne? C'est limité. On va faire 10 séances, puis au bout de 10 séances, on va en refaire 10. Puis il y a des gens C'est qui ça. font 10 ans de psychologie. Voilà. Je dis pas que la psychologie ne sert à rien. Hein. C'est pas du tout le propos. C'est que pour certaines personnes, ben, c'est assez limite parce que c'est l'éveil spirituel qui fait que on apprend vraiment. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit on remercie les personnes, on remercie la vie.
j'aurais tendance à dire, on remercie leur âme, parce que parfois c'est dû à une vie antérieure que ça revient et on revit le truc. Peut-être la dernière fois c'était l'inverse. On a pu être un pervers pour quelqu'un, on a pu être dans l'ombre. Hein, donc voilà, c'est euh, le parcours de l'âme pour moi, il est fait de soit tu as été dans l'ombre, soit tu as été dans la lumière. Et tu reviens à chaque fois réincarner sur Terre une expérience que tu as à vivre. Et tant qu'on n'a pas compris le fonctionnement profond d'un grand manipulateur ou qu'on appelle pervers narcissique, je crois que c'est ça qui maintient les gens dans l'emprise. Parce que tant que tu n'as pas compris comment il fonctionne, vraiment, tant que tu n'as pas accepté que tu pouvais pas faire autrement, et tant que tu t'es pas pardonné d'avoir subi, tu ne peux pas, tu vas toujours ressasser et te dire ah ouais mais il m'a fait ça, oh là là je m'en rappelle. Mais en fait moi aujourd'hui même encore, j'ai encore des des moments où je me dis ah mais ah derrière l'intention là c'était ça. Encore aujourd'hui, parce que sortir d'une relation toxique, Anatole, on va dire que c'est presque facile. C'est après. Parce qu'il y a le petit pervers qui continue. Le petit pervers, c'est ton mental qui continue et qui t'amène à tous ces questionnements. Voilà, et tu vas en parler autour de toi. Ouais, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Nan, nan. Et t'entretiens, du coup, l'emprise. Il y a une emprise psychologique, il y a une emprise aussi énergétique. Et tant que tu n'as pas compris pourquoi tu as rencontré cette personne-là et pourquoi elle fonctionne comme ça, parce qu'elle n'a pas le choix, tu peux pas avancer. C'est vraiment comprendre, avancer. Alors, comment pour toi il faut adopter? Tu vois, par exemple, on parlait d'émotionnel. Il y a un moment donné, quand tu es dans une forme de détachement par rapport aux choses, mais vraiment un total détachement. Tu es dans une situation, on va prendre cette situation, je pense que vous êtes peut-être nombreux à l'avoir déjà vécu ou pas. Le fait, par exemple, de plus avoir ses enfants. Voilà. Moi, c'est mon cas, par exemple. Il a fallu à un moment donné que j'adopte aussi dans cette situation une forme de détachement. Parce que si j'étais resté dans l'émotionnel, j'aurais sombré. Et vraiment, j'aurais sombré totalement. Donc, il a fallu à un moment donné, malgré tout, tu vois, être dans une forme de détachement. Pas un non-amour, hein, un détachement total du truc en me disant presque à un moment donné, écoute, si la situation elle est comme ça, tu peux rien y faire. Tu vois. Et comment parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il y a des gens, ça les envoie au cercueil, c'est ce genre d'histoire. Tu vois. Parce que dès qu'on ça touche souvent à l'enfance, à des choses comme ça bien spécifiques, il y a des gens qui n'arrivent pas à passer outre. Donc en fait, ils plongent. Comment pour toi être dans le détachement et de ne plus être dans l'émotionnel qui amène justement à cette forme de perturbation. Tu sais, quand tu es dans l'émotion, quand tu te laisses happer par l'émotion, tu n'es plus dans la paix. Tu te désalignes, tu tombes dans le jeu dans lequel on a voulu que tu tombes. Or que quand tu es quand même par rapport à certaines situations de ta vie dans une forme de maîtrise, tu vois, ça ne veut pas dire que ça ne te touche pas, mais ça ne te touche plus de la même manière. Comment faire pour être là-dedans, selon toi? Alors, pour moi, il y a la seule clé, c'est la confiance en soi et se prioriser. Ça veut dire que, alors ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Moi, c'est mon parcours, hein, c'est là où j'ai dû arriver, justement pour être dans le détachement. Mais ça veut pas dire, comme tu l'as si bien dit, c'est pas le non-amour, le détachement. C'est tant que la personne en face arrive émotionnellement à me torpiller, c'est que je dois faire encore du travail. Mais par contre, je dois m'en détacher parce que l'autre en face a peut-être aussi des choses à exprimer, mais je m'en détache. Elle reviendra, alors dans le cadre d'un enfant, pour revenir plus tard. Parce qu'elle aussi, cette personne doit faire son parcours, doit comprendre les choses de la vie. Et à un moment donné, l'autre personne revient avec ses blessures aussi qui ont guéri et les rapports peuvent changer. Mais il faut surtout pas rester dans que ce soit un parent, un enfant, un conjoint, un collègue, un responsable, un chef, un patron, on doit pas, on doit se prioriser. Ça veut dire que tant que on est mal, qu'on rumine, qu'on se pose des questions, c'est pas ça la vie. Hein. La vie, c'est être libre et
ne pas être blessé toutes les 5 minutes. Donc, si toute la journée tu rumines, mes enfants, mes parents, ma mère, hein, il faut se détacher de ces gens-là. Un moment, peut-être, pour certains, surtout quand c'est familial, on peut couper. C'est nécessaire parfois. On coupe, puis on laisse faire la vie. Et si c'est juste, les personnes reviennent dans un autre état d'esprit. Mais tant qu'on court derrière et qu'on se dit ah là là, et qu'on insiste, ça sert à rien. Quand on court derrière quelqu'un qui n'a pas envie de venir vers toi, tu le fais fuir. Et c'est un peu comme tout d'ailleurs. Hein. Tu veux un poste, tu vas courir derrière, tu vas absolument tout faire pour que ça fonctionne. Mais non, lâche l'affaire. Tu fais ta demande à l'univers, tu l'as déposé et tu laisses faire. Parce que à courir derrière ce qu'on n'arrive pas à attraper, des fois on se trompe de route aussi. Si c'est pas pour toi, si cette personne elle n'est pas pour toi, laisse-la partir. Alors, c'est vrai que ça fait un peu penser à attrape-moi si tu peux, quoi. Et oui, moi je fonctionne comme ça maintenant. J'ai un projet, voilà. J'ai besoin de trouver une salle de formation, voilà. Bon, ben, j'ai tapé à cette porte-là, ils m'ont pas répondu. Pas grave. C'est parce que il y a une autre personne qui va m'appeler demain, après-demain. Et si je réponds, si j'insiste auprès des deux qui m'ont pas répondu, peut-être ils vont me dire oui finalement, mais c'était pas pour moi. Parce que peut-être l'autre, il avait une salle plus grande, moins chère. Et je fonctionne comme ça maintenant. Je fais ma demande. Il faut quand même être dans l'action. Hein. Ça ne veut pas dire je m'allonge sur mon lit. Il ne se passe plus rien. Hein. Il faut être dans l'action, mais il faut laisser aussi les choses se faire, les choses arriver. Et puis, pour aider au détachement, il faut aussi faire un gros effort sur soi. Et quand la personne te pique en face, ben, tu peux très bien pas botter en touche, mais tu rentres pas dans le conflit en fait. Tu rentres pas dans le conflit. Tu te dis, ça m'atteint pas. C'est son jugement. Elle a le droit de penser du mal de toi. Hein. Quelqu'un te traite de connard dans la rue, bon, c'est dur, hein, mais après tout, s'il pense que t'es un connard, c'est pas grave, ça engage que lui. Faut pas que, après ça, pendant que tu prends ton café, tu te dis, ah, l'autre, il m'a dit connard, je lui ai pas répondu. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu dois même pas te dire c'est lui le connard. Parce qu'en fait, il a peut-être un problème, il vient de se faire larguer, il a renversé son café en se réveillant. C'est pas grave. Ça, c'est le jugement, en fait, aussi. Et tant qu'on est dans le jugement, on rentre dans des conflits. Parce qu'on voudrait toujours que l'autre soit comme on a envie ou entende ce qu'on a envie qu'il nous dise. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie. Donc, quand quelqu'un est en contradiction, moi, je rentre plus dans les débats. Hein. Quand je fais mes dédicaces. Et à un moment donné, quand tu es face à une personne qui veut rien entendre, tu as presque envie de lui dire, tu as raison. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que après, ça laisse s'épuiser dans quelque chose où, en fait, c'est toi qui laisses de l'énergie, tu sais. Et à un moment donné, tu dis les choses, la personne ne veut pas entendre, tu fais OK, bah, c'est OK, bah, fais ton expérience. On en arrive à ça au bout d'un moment. Tu veux pas entendre, fais ton expérience. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de ce qui est pour toi aujourd'hui une relation aujourd'hui, en 2025, pour toi, de couple qui serait une forme d'équilibre? Comment tu vois le couple équilibré aujourd'hui? Alors pour moi, le couple équilibré, c'est deux personnes qui se découvrent déjà dans un premier temps et pas tout de suite dès le premier jour. On ne construit pas des projets comme ça dès la première semaine, dès le premier mois. On se découvre. On regarde surtout qu'est-ce qui pourrait pas convenir. Parce qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup ce que l'on voit et qui nous arrange bien. On va pas regarder que ce truc-là, ça va pas passer. Alors, moi aujourd'hui, je me dis ça. Avant, je me disais, c'est pas grave, j'ai rien vu. Je me laisse de hier, ça va le faire. Parce que peut-être la personne est jolie, parce que voilà. Et puis j'ai envie d'être avec quelqu'un, donc voilà, c'est celle-là qui est là à ce moment-là. Donc, ne pas s'illusionner, ne pas idéaliser l'autre, et surtout, regarder qu'est-ce qui va pas coller. Et éventuellement en parler, dire est-ce que c'est définitif, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Donc voilà, on construit la relation. Et puis, pour moi, l'amour, il arrive après. C'est-à-dire, on s'apprécie, on aime passer du temps ensemble, on n'est pas l'un sur l'autre. Chacun fait ses affaires, chacun son métier, son activité.
chacun aide l'autre peut-être à évoluer aussi dans son travail et dans sa vie personnelle. Il n'y a pas du tout pour moi, équilibré, c'est qu'il n'y a pas de dépendance, surtout. La dépendance, c'est l'horreur. On n'est pas libre quand on est dépendant. Ne pas être dépendant de l'autre, à partir du moment où il y a un respect aussi, parce que on pourrait rencontrer quelqu'un qui va en boîte de nuit tous les samedis et ce serait normal quelque part que tout seul ou toute seule, et ce serait normal que ça convienne pas. Là, on n'est pas dans la liberté. Enfin, on a compris. C'est pas la liberté. Moi, quand je dis être libre, c'est pas ça. Hein. C'est pas chacun fait ce qu'il veut dans son coin. C'est on doit se sentir libre. On doit être soi-même. On doit pas porter un masque. Et c'est là où beaucoup se trompent, parce que si j'aime pas le chocolat, je vais pas te dire j'aime bien le chocolat. J'aime pas, c'est pas grave. Si tu n'acceptes pas que j'aime pas le chocolat, par contre, ça va poser problème. Parce que tu m'acceptes pas comme je suis. Et pour moi, un couple équilibré, c'est que chacun doit accepter les défauts de l'autre à partir du moment où ça rentre dans ses limites. Encore une fois, on a des critères. Peut-être qu'une personne, un défaut pour cette personne-là ça va pas marcher pour moi et peut-être pour un autre. Alors, c'est pas grave. Il faut pas forcer les choses. Donc, pour moi, c'est ça un couple équilibré. Il peut y avoir, on dit parfois dans un couple, pour que ça aille bien, il faut des engueulades. Mais non, ça c'est encore une croyance. Ça peut très bien se passer. On n'est pas obligé de rentrer dans le conflit. À partir du moment où il y a une bonne communication. Tiens, chérie, j'ai pas compris ce que tu as dit là tout à l'heure. Et peut-être que j'ai mal perçu. Alors explique-moi. Voilà. C'est des choses toutes simples. Ah oui, je suis Que d'accord avec toi. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait rire. Ah bah non, un couple qui se dispute, c'est un couple normal. Bah non, pas forcément, non. Comme le fait, il faut des compromis. Mais du moment où tu es toi-même, du moment où l'autre est soi-même, et du moment où on s'accorde, tu sais, toujours cette histoire de compromis. Un compromis, moi, ça me fait toujours penser au fait, en fait, sur certains domaines que tu aimes être, il faut pas que tu le sois. Il va falloir que tu t'écrases, il va falloir que tu sois différent parce que ça, je l'aime pas. Voilà. Et toi aussi, tu vois. Non, c'est soit tu peux être totalement toi-même et être totalement libre d'être dans qui tu es, ce qui fait que la personne en face, en conscience, l'accepte pleinement, soit l'accepte pas, c'est son droit, mais dans ce cas-là, on n'a rien à faire ensemble. C'est ça. Voilà. Et pour moi, aujourd'hui, puisqu'on parle d'équilibre de couple, relationnel, sentimental, euh, pour moi, c'est après un cheminement que on va finir par trouver la bonne personne. Parce que, au fur et à mesure, on évolue. On enlève ce qui est pas bon et l'autre aussi chemine. Parfois, on la connaît pas, la personne, mais elle est peut-être là, elle est dans les parages, elle va arriver. Mais les deux cheminent. Et puis, à un moment donné, je pense que tout le monde a droit au bonheur, tout le monde a droit à une belle relation. Ça peut arriver à 40 ans, à 30 ans, à 50 ans, à Ah oui, oui. 70 ans. Mais avant, ce ne sont que, pour moi, des expériences qui font évoluer. Ça, Et plus tu vas vite dans ton cheminement, plus tu as de chances de rencontrer la bonne personne le plus tôt possible. c'est vrai, c'est vrai. Et C'est ne vrai. Bon, pas... après, je pense qu'il y a quand même une part de destinée. Des fois, il y a des gens qui ont pu, à 20 ans, rencontrer tout de suite la bonne personne. Et puis d'autres, bah, ils la rencontreront pas avant 70, tu as raison. Mais je pense qu'on vient tous vivre des choses très différentes les uns des autres. D'ailleurs, on n'a pas tous les mêmes expériences. Et dans des domaines tous très différents. Voilà. Là où quelqu'un va galérer dans un domaine, ça va être fluide pour l'autre, puis ainsi de suite. Donc, mais c'est vrai que c'est plus facile de rencontrer quelqu'un qui a déjà pu vivre un peu des choses similaires parce qu'il y a une compréhension des choses. Alors que quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas vécu, c'est plus dur des fois. Tu vois, faut beaucoup de conscience pour passer outre le fait que toi tu n'as pas connu un domaine et que la personne n'a pas connu un domaine pour être dans la compréhension. Mais au final, je remarque que souvent tu rencontres quand même des gens qui sont un peu sur le même chemin que toi dans certains domaines. Donc c'est tout à fait juste. Je voulais en revenir maintenant sur l'argent. Parce que c'est un autre sujet, ça, de société. Alors, principalement dans la spiritualité, l'argent, c'est mal. Tu vois, aujourd'hui, on est vraiment dans une société où l'argent est devenu mal à tous les niveaux. C'est-à-dire que, effectivement, il y a tellement de disparités entre les classes sociales aujourd'hui, c'est tellement énorme. Voilà, ceux qui ont de l'argent bah, sont en plein dedans pour beaucoup. Ils en oublient une certaine forme de réalité. Ceux qui n'en ont pas, d'un coup, commencent à détester l'argent, mais au fond, ils rêveraient d'avoir la vie de ceux qui en ont. Tu vois,
Dans la spiritualité, dès qu'on parle d'argent, tout de suite, c'est certains qui lèvent des pancartes, c'est honteux, c'est machin, la spiritualité devrait être gratuite, etc. On sent quand même, et puis on sait bien que sans argent, c'est quand même, je veux dire, quand on n'a pas d'argent, je veux dire, tu l'as connu, je l'ai connu, c'est quand même parfois aussi des fois compliqué, voilà, de pouvoir vivre comme on aimerait vivre. Après, il y a des gens qui sont matérialistes, d'autres qui le sont pas, d'autres qui veulent posséder ou pas. Chacun a sa vision de l'argent, de ce qu'il veut en faire. Mais pourquoi, d'après toi, il y a tant, si tu veux, aujourd'hui de mal-être par rapport à l'argent, alors que il y a 50 ans, eh bien, les gens, au niveau de l'argent, je dis pas que c'était mieux, mais encore une fois, on sentait qu'il y avait c'était un petit peu plus équilibré. C'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient riches, il y avait des gens qui ne l'étaient moins, mais tu vois, il y avait peut-être un peu moins, si tu veux, cette espèce de disparité ou de cette haine, tu vois, de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les gens, on arrive aujourd'hui presque dans la haine à ce niveau-là. Ouais. Alors parfois, on haït quelque chose parce qu'on aimerait bien l'avoir. Donc ça, c'est une forme de jalousie aussi. Alors, ceux qui ont de l'argent, moi aujourd'hui, c'est ma vision des choses. Ceux qui en ont beaucoup, 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 tant mieux pour eux. Ceux qui n'en ont pas, c'est malheureux. Mais le rapport à l'argent, aujourd'hui, pour moi, il a changé. Parce que moi aussi, j'ai pratiqué, j'ai participé au système, hein, j'ai été dans le commerce. Je trouve que on s'est créé évidemment des besoins avec cette société moderne, que le système en face a bien compris que on avait besoin de tout ça. Et du coup, il y a eu une bascule, c'est le franc et l'euro. Et de là, pour moi, tout est parti, tout est parti dans l'exagération, dans l'excès. J'habite aux Antilles, c'est encore pire parce que là, on a des prix qui sont parfois multipliés par 3, 4, voire plus, qui sont pas forcément justifiés. Et d'ailleurs, c'est le sujet aussi de mon livre. La vie chère, tous responsables. Parce que, pour moi, on est tous responsables dans le sens où on accepte de payer un café plus de 3 euros. Ça veut dire que merci, continue, mets-le à 4, on va peut-être encore accepter, et puis ainsi de suite. Alors, c'est un exemple concret qu'on vit quotidiennement. Mais si à la base, on avait tous ensemble, ou une petite partie pour commencer, dit stop, non, 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 café, c'est 1,90 €, hein, c'est pas 3 euros. Donc on arrête. Moi, mon café, je le prendrai chez moi, le temps que ça revienne à la normale. Alors c'est un petit exemple. Mais on est dans une société où la consommation du m'as-tu vu est très importante. On doit correspondre. Il y a un mal-être aussi derrière tout ça. Je vois des gens qui vont absolument dans toutes les soirées organisées parce que il faut absolument être là ce jour-là pour faire des selfies, pour mettre sur Facebook avec le verre de champagne à la main. Donc, mais c'est pas ça la vie. Des fois, je vois même des gens qui sont en cérémonie ou en boîte, ils s'emmerdent. Ils sont là juste pour qu'on voit qu'ils sortent, qu'ils sont heureux, mais c'est cacher son mal-être. Et il y a quand même beaucoup de gens qui sont. Alors, il y en a qui vont bien, heureusement. Il y a des gens qui gèrent bien leur budget, et il y a d'autres personnes qui gèrent pas du tout. Et les priorités ne sont pas mangées sainement non plus. C'est les sorties, c'est l'amusement, voyager. Alors tout ça c'est bien quand on peut, et quand on peut pas, il faut quand même être raisonnable et peut-être se dire est-ce que ce que je fais là, c'est pour moi ou est-ce que c'est pour paraître? Et c'est souvent, si on réfléchit bien, hein, bon, j'ai fait aussi, hein, je fais encore même des fois des choses, je me dis attends Rémi, là tu déconnes, là c'est pour plaire aux autres. Donc soit tu te fais plaisir, ou bien tu réfléchis. Mais bon, c'est souvent quand même pour correspondre à un modèle social. Oui, c'est vrai. C'est Et le vrai. Mais tu système a sais, bien compris. ouais, je me suis souvent fait cette réflexion. On vient nous dire que les Français n'ont plus d'argent, que voilà, les Français arrivés au 15 du mois n'ont plus rien à bouffer, n'ont plus rien, machin. Par contre, ce qui me fait toujours halluciner quand je suis sur l'autoroute, c'est de voir toutes les voitures neuves. Mais que des voitures neuves prises en leasing, parce que ça coûte cher, hein. Voiture neuve à peu près normale, standing en leasing, c'est entre 200 et 400 balles par mois. Des gens, tu vas chez eux,
te disent, ils ont le tout, ils ont 4 télés, ils ont les derniers robots ménagers, les derniers aspirateurs, habillés en marque de la tête aux pieds. Et tu vois, et des fois, je me dis, mais je me suis posé cette question, mais où ils trouvent tout ce pognon? À la limite, bon, pour quelqu'un qui a une très bonne situation, je l'entends, mais on a l'impression que plus on descend quelque part en classe sociale, et plus il y a ce besoin de bling bling, et ce besoin de montrer aux autres, vous avez vu qui je suis. Alors que j'ai toujours dit, moi, par exemple, si je vois, je suis pas trop bagnole, mais mettons que je vois une très belle Porsche passer, je regarde la bagnole. Le mec qui est dedans, j'en ai rien à foutre. Or que le mec qui est dedans, il croit que c'est lui qu'on regarde. Quand je suis au Maroc, à Agadir, il y a une marina. Et pour rentrer dans la marina, c'est payant et c'est cher, hein. Je veux dire, je crois que c'est 5 balles juste pour rentrer, 5 balles pour sortir. C'est assez énorme là-bas. Ah ouais. Et j'étais avec un café avec un copain, pardon. Il y a un mec en Porsche, il est passé 7 fois. Mais au ralenti, 7 fois au ralenti, il a fait le tour comme ça. Il repassait et je me disais, mais putain, le mec, il a une Porsche et le mec, il en est là dans sa tête à rouler pendant 7 fois le tour pour montrer qu'il a une Porsche. Tu vois, ça va quand même très loin, la bêtise. Ça va très, très loin. Moi, j'entends qu'effectivement, quand on a de l'argent, alors ça dépend, il y a des gens qui viennent de milieux qui en ont eu, d'autres qui viennent pas du tout de ce genre de milieu et qui ont besoin de se faire plaisir. Puis je trouve qu'à un moment donné, on tombe dans une forme d'équilibre. Voilà. On trouve, voilà, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Il y a des gens qui ont besoin, qui n'ont pas d'argent, mais qui achètent tous les mois tout et n'importe quoi, des fringues, des trucs, qui le mois prochain se retrouvent au placard. C'est Tu ça. vois? Et ce Exactement. besoin de posséder, et en fait, je trouve qu'il y a un véritable gros problème dans la société au niveau de l'argent. Donc, qu'est-ce que, pour toi, l'argent, c'est dû à quoi, en fait? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est lié à l'émotionnel, à l'enfance? Euh, Tu vois, pour toi, l'argent, tu le catégorises comment, mais peut-être plus d'un point de vue spirituel aujourd'hui. Tu vois. Pour moi, c'est un comportement. C'est-à-dire que on adopte, on a un comportement parfois compulsif envers la consommation, parce qu'on a ce besoin d'avoir le plus grand écran, la plus grande voiture, comme tu dis. Donc, pour moi, c'est pour se classer, et vraiment, c'est pour se dire, je pèse, quoi, j'ai de l'argent. C'est vraiment pour le regard des autres. La plupart des dépenses, alors, je parle pas du loyer, je parle pas des charges fixes, mais quoique, on peut choisir une grande maison alors qu'on vit tout seul et on n'a pas forcément besoin de tous ces mètres carrés. Donc tout est, en fait, il faut vraiment étudier quand on veut faire une dépense et se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin tout de suite? Est-ce qu'une promotion, je suis obligé d'acheter tout de suite, de stocker puis de jeter finalement? C'est souvent comme ça que ça se passe. Est-ce que j'achète pour moi, me faire plaisir, ou est-ce que j'ai acheté ma Porsche, par exemple, pour flamber à la marina, passer cette fois le bras sur la portière avec la musique à fond? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la vie? Non, parce qu'on va tous aller au même endroit, et donc tout ça, je vais pas dire c'est de la merde, mais c'est rien. Ça redevient poussière. Et puis une voiture, en plus, ça a une durée de vie. Donc une fois que tu as fini de payer ta traite, que tu as galéré pour mettre de l'essence peut-être dedans et payer ton assurance, ben, au bout, elle vaut plus rien. Donc, il faut adapter ses dépenses, non, alors, à son porte-monnaie, mais aussi à ses valeurs et à ses besoins, à ses comportements. Moi, tu vois, alors, je sais pas si c'est, j'habite aux Antilles depuis 13 ans. Je vois que des gens parfois invitent à un anniversaire. On va t'inviter à Anatole, tu viens, tu amènes une bouteille de champagne. Alors, on te demande d'amener une bouteille de champagne. Et puis bon, soit un cadeau, mais une enveloppe serait bienvenue. Et je sais que beaucoup vont rire de ça parce que c'est assez courant. T'es pas obligé. La bouteille de champagne, t'es pas obligé. En plus, tu vas arriver le jour de l'anniversaire, les gens vont te dire, ah, mais tiens, on va la mettre au frigo, on la boira plus tard. Mais plus tard, ça veut pas dire ce soir. Ouais, c'est Ouais, clair. entre nous, pour la Saint-Valentin. On va sortir le Flexenet en attendant, ça sera mieux. Et donc, en fait, tu y vas avec ce qu'on t'a demandé pour ne pas paraître soit radin ou soit à part des autres. Eh ben, connerie. Voilà. Ça, c'est quelque chose, donc,
qu'on peut éliminer dans son quotidien. Dans mon livre La vie chère, sur un an, j'ai fait un calendrier avec toutes les aberrations du calendrier, de janvier à décembre. J'ai fait un calcul, si on enlève un petit peu, on rabote un petit peu, il y a une économie pour un foyer moyen de 5 000 euros. Parce que il y a les anniversaires, les mariages, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais on n'est pas obligé d'avoir des cadeaux démesurés, on n'est pas obligé d'adhérer à toutes les fêtes, on n'est pas obligé d'adhérer à toutes les manifestations, surtout quand on n'a pas les moyens. On n'est pas obligé d'aligner les bouteilles de champagne dans un déjeuner champêtre pour faire voir que, voilà, moi j'ai acheté 10 bouteilles, voilà. C'est ce qui se passe. Hein. Aujourd'hui, on est dans cette société où il faut montrer. Alors, est-ce que c'est dû à l'enfance? Je suis pas sûr. C'est plus un phénomène de société pour moi. Parce que nos parents n'ont pas connu ça. Et donc, tu vois, si c'était lié à l'enfance, bah, ils auraient aussi eu un comportement démesuré. Donc, c'est plutôt un phénomène de société. On voit bien les influenceurs, les influenceuses, voilà, ils influencent, c'est leur job. Mais c'est pas toujours juste, c'est pas toujours en rapport avec ce qu'est vraiment la vie. Donc moi, dans mon fonctionnement, j'essaie, exemple concret, Anatole m'a invité sur une chaîne, est-ce que j'achète un micro? Je suis allé voir hier, j'ai vu les prix, je me suis dit, bah, peut-être ça va le faire comme ça. Et bon, visiblement, ça le fait. Et ben, j'ai économisé 200 euros. Voilà. Ouais. Ah bah putain, c'est cher les micros chez toi. Oui, on est en Guadeloupe. Ouais, la vache. Ah, mais si tu veux, voilà, c'est cette réflexion que j'arrive à faire maintenant. Dans mon passé, c'était pas toujours le cas. Hein. Il y a une période où j'achetais que des chemises. Elles allaient directement dans le placard. Il y a certaines, je ne les mettais pas. Parfois 50 euros, 100 euros la chemise. Mais voilà, c'était un besoin pour moi de paraître toujours classe. C'est toujours le cas, mais sauf que j'achète beaucoup moins. Et tant que c'est pas, il n'y a pas de trou, ben, on y va, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça la différence. C'est ça pour moi qui fait que, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais pour moi, c'est le lien avec la société d'aujourd'hui. Le rapport à l'argent. La dépense, elle est liée à ça, complètement. Et On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. je Et suis assez pourtant, d'accord. alors, c'est vrai que quand on a connu dans sa vie des gros problèmes d'argent et que d'un coup, en fait, on commence, tu vois, à avoir un peu d'argent, c'est vrai que ça facilite les choses. Tu vois, moi, je prends mon cas, pendant 14 ans interdit bancaire, j'avais une carte bancaire, tu vois. Alors, j'ai traversé cette période relativement facilement, quand même, pour dire la situation de merde dans laquelle je me retrouvais. Mais par contre, il y avait un truc dont j'avais honte. C'était ma carte bancaire. C'était pas une carte bancaire d'ailleurs, c'est comme une carte de retrait. Il n'y a même pas, tu sais, les reliefs sur la carte. Et à chaque fois que je devais la sortir pour payer, dès que je me retrouvais avec une fille, elle, quelqu'un, j'avais honte. Je me disais, putain, et, tu sais, ça fait vraiment le pauvre mec, tu vois, qui est obligé de sortir sa carte de merde. C'est avec des gens, bah, pour un peu en plus, parce que comme tu as des seuils de retrait des seuils de retrait, des seuils de paiement qui sont très limités, combien de fois ça m'est pas paiement refusé parce que tu n'as pas fait gaffe, tu as dépassé ton seuil. Donc, si tu veux, et j'avais honte. Alors, j'avais honte, et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est con d'avoir honte. Tu vois, mais il y a eu j'ai pas eu honte souvent dans ma vie, mais c'est vrai que ça me posait problème, tu vois. Ou alors, tu vois, je la mettais dans le creux de la main pour payer un paiement sans contact qu'on voit surtout pas la carte, tu vois. Et, et quand j'ai eu après une autre carte, je me suis retrouvé avec une autre carte quand j'ai pu être interdit bancaire, une carte normale, une carte qui était mieux même. Aujourd'hui, je paierais, tu sais, mais je suis content. Je me dis, bon, bah, j'ai plus toutes les merdes que j'avais, mais tu vois, c'est ça qui est marrant. Quand tu n'as pas pu te payer un truc pendant des années, et que tu rêvais de te le payer. Une fois que tu te l'es payé, tu fais ouais, c'est cool. Et en fait, il y a quelque chose en toi où tu te dis ouais, c'est bien, c'est sympa, mais voilà quoi. Tu sais, Ouais. t'es plus là, oh la vache, voilà, tu vois, non. Je sais pas, ça devient futile. Et je trouve qu'à un moment donné, je trouve un équilibre là-dedans, sur l'argent, où effectivement, tu as des gens qui sont hyper matérialistes. Mais moi, je les juge pas, je comprends. Ils ont besoin d'acheter, ils ont besoin de posséder, c'est leur truc.
Moi, je sais que c'est pas mon cas à titre personnel. Je préfère plus voyager, faire des trucs, chacun son truc. Mais voilà, je pense que il faut aujourd'hui, est-ce que tu trouves pas qu'il faut que les gens arrêtent justement, sortent du m'as-tu vu et Mhm. redéfinissent intérieurement, véritablement, leurs vrais besoins au niveau de l'argent. Est-ce qu'une personne qui, selon toi, vient te dire, bah voilà, Rémi, moi, j'ai pas eu beaucoup d'argent quand j'étais jeune, aujourd'hui j'en ai, j'ai envie de claquer, j'ai envie de jouer au bling-bling, des trucs comme ça, je suis sûr que tu lui dirais, bah vas-y, fais-le, vis l'expérience. Oui, tout à fait, parce que chacun est libre et je ne C'est juge ça? personne qui dépenserait plus qu'il en a ou s'il en a qu'il dépense. Cela dit, je pourrais peut-être juste lui dire attention, l'argent c'est de l'énergie, ça peut arriver, ça peut repartir. Donc, dans mon passé, j'ai eu aussi un moment de l'argent, j'en ai plus eu. J'ai vécu comme toi, hein, 8 ans alors 8 ans de interdiction de crédit. Bon, finalement, si tu réfléchis bien, c'est pas une punition, hein. T'as pas le droit de faire de crédit. Eh ben, aujourd'hui, je me dis, c'est plus le cas, je peux faire un crédit. Mais finalement, à l'époque, c'était presque on me préservait, quoi. Du coup, j'ai une autre vision de l'argent et j'ai aucun jugement sur ceux qui claquent. C'est juste que, attention, la vie, c'est pas linéaire. On peut avoir de l'argent puis plus en avoir. Donc si on peut avoir des regrets de se dire ah ben mince, peut-être si j'aurais pu me sauver grâce à ce que j'ai pas dépensé. Et parfois il y a des gens qui veulent aussi monter leur entreprise et sont pris dans ce système aujourd'hui sociétal de dépenser pour paraître grosse voiture, grosse maison, tout ça, et ils n'ont pas de marge de manœuvre pour pouvoir créer leur entreprise. C'est aussi ce qu'a compris pour moi le système et le capitalisme. Tant que tu dépenses, vas-y mon gars, on te regarde, on regarde de haut de notre tour, on boit du champagne, du vrai, et puis allez-y, dépensez. Comme ça, vous restez bien en bas de l'échelle et vous créez pas votre propre richesse finalement. Donc c'est vraiment plus qu'un problème sociétal. Moi, je dirais que ça va plus loin. C'est depuis des décennies, depuis des siècles que le système a compris que il y a des gens qui gouvernent, il y a des gens qui fonctionnent avec nos comportements et nous, on y va, on accepte. C'est comme dans les relations finalement. Hmm. C'est pour ça que mon deuxième ouvrage était dans la même dynamique et dans la même dynamique. Euh, qui peut changer ça si c'est pas nous? Une relation toxique, on peut choisir d'en sortir ou d'y rester. Et ben dans la dépense, la consommation, on peut choisir aussi. Même si j'avoue que c'est compliqué parce que bon, aux Antilles, par exemple, tout est cher. Il y a des produits sur lesquels on n'a pas le choix, mais on a le choix quand même de dire aussi stop. Et c'est pas un appel au boycott, au contraire, c'est une réflexion sur pourquoi j'achète cet article-là maintenant. Et puis, si finalement personne cautionne le café à 3 euros, il s'arrêtera là. Il va baisser à un moment donné. L'autre Ouais. en face, il va se dire il y a un problème. Mais il y a mes yaourts, il y a un problème, les dates, elles sont passées, qu'est-ce qui se passe? Si on réfléchit bien, c'est tout simple en fait. C'est tout simple. C'est comme les soldes. Un produit qui se vend pas, qu'est-ce qu'il fait le commerçant? Il baisse le prix. Mais c'est pareil pour tout. Alors ça veut pas dire qu'on va arriver à faire baisser de 50%, mais on peut revenir quand même à un raisonnable, je dirais. Hmm, c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens? C'est beaucoup de gens, par exemple, tu vois, qui justement qui montent un truc dans la spiritualité, thérapeute, guidance, peu importe, et qui ont souvent un problème de légitimité sur les prix. C'est-à-dire que ils se lancent et souvent, tu vois, ils s'autorisent pas, tu vois, à mettre un prix. Ouais, non, mais moi, je demande des dons. Ouais, non, mais moi, je sais pas combien demander. Tu vois, comme si ils se faisaient un accompagnement, mais ils culpabilisent presque de demander de l'argent. Qu'est-ce que tu Mhm. peux conseiller à ces gens-là pour qu'en fait se crée l'équilibre entre le service qu'ils proposent, l'accompagnement qu'ils proposent, mais aussi bah, forcément qu'il soit rémunéré ou peut-être ou un autre échange ou autre, mais comment se positionner là-dedans? Alors déjà, pour moi, même quand tu débutes, tu ne dois pas te brader et tu ne dois pas une séance, par exemple comme moi je fais, ça ne doit pas être 20 euros parce que moi-même, tu me proposes une séance qui dure 3, 4 heures, 5 heures à 20 euros, j'y vais pas. Je vais me dire, ah, mais
Il doit pas être bon, le gars, tu vois. Alors, il faut mettre quand même ces compétences qu'on a apportées en phase avec un tarif, et on ne doit pas tenir compte de l'ancienneté, parce qu'on peut être très bon, sans formation, sans certificat. C'est encore une fois notre vécu et notre expérience qui fait qu'on est bon ou pas, d'après moi. Quelqu'un qui débute dans l'aide à l'autre, si ce qu'il fait est lumineux, si ce qu'il fait, ça sort de lui et qu'il a quelque chose d'original ou de différent des autres, il ne faut pas hésiter à mettre le prix qui va avec. Alors, il n'y a pas de grille. Il faut ni être dans l'exagération, ni sous-estimer sa valeur. Et puis après, au fur et à mesure, si 70 € la séance, il n'y a personne qui vient, il faut se poser la question. Est-ce que je suis trop cher? Est-ce que c'est moi, mon concept qui est pas bon? Dans tous les cas, je n'inviterai pas quelqu'un qui veut être dans le soin et dans la thérapie à brader son prix pour dire si je suis oh là là, si je suis à plus de 50 €, ça va pas marcher. Ben, moi, je dirais le contraire. Si tu es à moins de 50 €, ça pourrait paraître une espèce de braderie. Du coup, c'est comme le prix d'un livre. Si tu mets un livre de 100 pages à 10 €, moi, en tant que lecteur, je me pose la question. Si je mets un livre à 23 € de 100 pages, ouais, il doit y avoir du contenu intéressant parce que il a de la valeur du coup. Pour moi, c'est pareil. Donc dans le travail, c'est comme le négociation de salaire. Si tu estimes que tu vaux 5 € de l'heure, eh ben on va te prendre. Si tu estimes que tu vaux 15, peut-être ça marchera pas tout de suite, mais il y aura bien un jour quelqu'un qui va voir ta valeur et puis ne serait-ce que déjà d'annoncer son prix donne de la valeur. Pour moi, c'est ça. C'est vrai, Par rapport à c'est la juste. question, ouais, c'est ça. C'est Mm. faut bien réfléchir. Hein. On peut pas non plus dire bon allez, je fais une publication, allez 100 €. Et puis la semaine d'après, tu commences à faire 100 € barré 70 €. Ça déjà, ça pue ça. Non, mais après, c'est vrai que dans le milieu de la spiritualité, moi, à titre personnel, j'essaye. C'est vrai que sur la chaîne, il y a un peu tous les tarifs, j'ai envie de dire, que ce soit les ateliers ou autres. Voilà, mais qui reste, je trouve, correct par rapport à quand j'ai commencé. Par contre, c'est vrai que des fois, je vois des personnes dans le milieu spirituel où on voit des séances à 200, 300, 400 balles, des accompagnements à 2000, 5000 balles. Alors, tu vois, il y en a, ils sont peut-être trop, ils sont pas assez dans la manière de se valoriser, puis il y en a tout d'autres qui sont tellement dans l'ego qui sont carrément hors réalité. Parce que j'estime que aider quelqu'un, c'est comme on est là à la fois quand on est sur ce chemin, c'est pour aider les gens, c'est normal, on peut pas tout faire gratuit non plus, mais faut pas non plus commencer à déconner. Et je trouve que c'est un milieu où il y a énormément de gens qui Mhm. déconnent à mettre sous prétexte que quoi? Ils ont écrit un livre, sous prétexte qu'ils ont fait un oracle, qu'ils ont fait 2, 3 conférences ou qu'ils ont une chaîne, ça y est. On fait péter les prix comme on ferait péter 10 bouteilles de champagne. Et je trouve qu'il y a une exagération totale. Et on remarque souvent, moi j'ai eu plein d'intervenants en 7 ans, j'en ai connu. Au départ, ils étaient très corrects. 50, 60 € la séance. 5 ans plus tard, ils sont à 170 € la séance. Tu vois. Et on augmente, on augmente. Et c'est vrai que tu as raison. Quand tu as connu quelqu'un qui était à 50, 5 ans plus tard, qui a 200, tu t'es dit, ah bah 200 balles à la vache, c'est vrai. Mais il y a des fois, tu te fais avoir. Parce qu'en fait, tu as payé 200 balles une séance, alors qu'à 50, tu aurais eu la même chose, et peut-être qu'à celle à 50, ça aurait été mieux. Est-ce que tu penses pas que, plutôt que regarder le prix, il y a aussi regarder, moi, c'est ce que j'invite souvent aux gens qui me disent, je voudrais m'installer, bah, déjà, prenez une photo de vous. Des fois, faites une petite vidéo pour que la personne, en fait, déjà, en face, puisse voir à qui elle a affaire. Parce que un prix, c'est un prix. On sait très bien, par exemple, tu achètes, je vais donner cet exemple. Il y a 2 ans, j'achète 2 chemises, une chemise et un polo Eden Park sur le site Eden Park. Voilà. Ça a duré 3 mois. Deux lavages, tout était déchiré, tout était foutu. J'ai 2 chemises que j'ai achetées à Lidl, ça fait 5 ans que je les ai, elles n'ont pas bougé. Donc, j'ai envie de dire, le prix ne justifie pas forcément toujours, entre guillemets, la qualité, bien que c'est ce qu'on a souvent tendance à nous faire croire. C'est comme aujourd'hui, tu achètes une Mercedes à moins de 50 000 balles, tu sais que c'est un moteur Renault.
Voilà, tu vois, tu as Ouais, le logo Mercedes, mais le moteur, c'est Renault. c'est Voilà, ça. donc après, ça peut être aussi aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, regardez tout ce qu'on achète, que ce soit des cafetières, des aspirateurs, tout ce qui est électroménager. Autrefois, moi, je vois ma grand-mère, je crois qu'elle a un aspirateur ou je sais pas quoi, son lave-vaisselle. Ça fait 30 ans qu'elle a le meuble lave-vaisselle, il n'a pas bougé. Et il n'a pas bougé, il fonctionne toujours. Aujourd'hui, vous achetez une machine à lait, elle fait 5 ans. Et dans 5 ans, vous pouvez la foutre à la poubelle parce qu'il n'y a plus aucun réparateur qui s'occupe de ça, etc. Donc, j'ai envie de te dire oui et non. Je pense qu'il y a quand même aujourd'hui. Est-ce que tu ne penses pas que justement, par rapport à l'argent, au couple et même au niveau de la conscience, quand on veut se faire accompagner par quelqu'un, est-ce que tu ne penses pas que les gens devraient peut-être beaucoup plus bosser leur discernement? Tu vois? Le discernement à un moment donné, d'être en face de quelqu'un. Et ça, peu importe la situation, le travail, le couple, l'argent, peu importe. Et de se dire, là, je suis face à une personne dans telle situation, comment je me sens et qu'est-ce qui vibre dans l'instant? Mais sans mental, qu'est-ce qui vibre? Ça vibre? Ça vibre pas? J'ai pas la réponse, parce que des fois, on n'a pas la réponse. Mais voilà. Est-ce que aujourd'hui, toi, par rapport à toutes les expériences que tu as eues, est-ce que tu n'en arrives pas aussi, presque à un moment donné, à, à réagir comme ça? C'est-à-dire que par rapport à une situation, malgré tout- toutes les connaissances que tu as, est-ce que tu ne trouves pas que le discernement a quand même vraiment sa place et que c'est un super outil, justement, voire peut-être un des meilleurs aujourd'hui pour pleinement savoir sur l'instant ce qui est juste, ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas? Alors, complètement. Aujourd'hui, moi qui ai tout exploré, j'ai commencé par le Reiki, j'ai fait en tant que patient, hein, Reiki, hypnose, kinésiologie, j'ai tout fait. Je ne sais pas ce que j'ai pas exploré. Aujourd'hui, j'en avais besoin à l'époque, donc je ne cherchais pas à comprendre. Tac, allez, 100 euros, 120, 80, tac. Voilà. Aujourd'hui, c'est là où justement j'ai réfléchi sur quel type d'accompagnant je veux amener, je veux apporter. Euh, Moi, je suis parti du principe que il faut que ce soit abordable, il faut que moi aussi je m'y retrouve. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que toi, Rémi, tu attends d'un accompagnant? Alors, moi, j'attends qu'il me reçoive, pas en 45 minutes ni en 1 heure. J'aimerais pouvoir avoir le temps de parler, le temps de dire, voilà, j'ai ça comme problème, qui m'écoute, qui ne soit pas tout de suite dans le questionnement, tac, tac, tac. Donc, moi, j'ai mis en place un accompagnement. Il n'y a pas de chronomètre. C'est une séance où j'annonce déjà la couleur à l'avance. Je dis que tu n'en as qu'une. Tu n'en auras pas 10. On va faire quelque chose ensemble. Je vais te donner des clés. Je vais te débloquer. On va aller directement là où ça fait mal. Et ça dure 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'est pas grave. C'est la personne en face qui arrête. Et je peux te dire que c'est jamais moi qui dis on a fini. Parce qu'on va vraiment chercher au fond. Et je ne fais pas de soins énergétiques, je fais, on va dire, un mélange de un peu de psychologie et beaucoup de spirituel. Donc, vu mon parcours aussi, les gens savent à qui parler, ils savent très bien qu'ils peuvent tout me dire. Et quand ils me disent pas tout, je leur dis, attends, ça, tu vas pas me la faire à l'envers. Donc, il y a une espèce de rapport de confiance d'entrée. Et moi, c'est 180 euros entre 3 à 5 heures. Et si tu veux, je trouve que c'est juste. Il faut que ce soit juste. Il faut que ce soit. Alors, si je passe à 250, pour moi, c'est plus juste. Même dans 10 ans. Parce que c'est le tarif que je me dis au départ. Je vois pas pourquoi je changerais. Je ne deviens pas plus supérieur aux autres. Je vais avoir encore plus de connaissances, mais mon action, c'est d'aider les autres. Donc, Tu restes moins cher qu'un avocat. Un avocat, 1 heure, c'est 180 balles. voilà. Et puis surtout, pas de dépendance. Ça veut dire, on fait une séance ensemble. Si tout ce qu'on a fait ensemble pendant 5 heures, tu n'as toujours pas compris qu'il faut que tu te prennes en main et que tout ce que je te donne là, tu vas le faire en autonomie, ben, tu iras voir quelqu'un d'autre qui va te redire la même chose, mais il va te prendre 10 séances à 70 euros. Donc tu calcules, ça fait 700. Je trouve que cette approche, elle est différente. Et puis en plus, en Guadeloupe, c'est facile parce que j'ai pas de cabinet, c'est en extérieur. Plage, rivière, ça se passe des fois chez moi parce que il y a 2 hectares de terrain qui sont pas à moi, hein, c'est en location.
il y a une rivière en bas. Enfin, tout est fait pour que ça puisse être une séance riche où on prend le temps d'échanger. Donc, pour revenir Alors, à... vous avez entendu ce soir, Rémi nous invite tous chez lui sur ces 2 hectares de terrain. Donc, d'ici l'été prochain, on prend tous des billets, tous chez Rémi. T'as un barbecue, j'espère. Je vais avertir mon propriétaire, voir s'il est d'accord. Et du coup, alors pour une conférence, pourquoi pas? Et Anatole, tu seras le bienvenu. Ce serait pas mal aussi une conférence en plein air comme ça. Si tu veux, pour revenir sur le prix par rapport, faut que ce soit juste. Il faut pas que ce soit business. Dès que tu rentres dans ah ouais, 80 euros, ouais mais je peux passer à 100. Parce que ben pourquoi? Pourquoi c'était 80 hier et aujourd'hui tu passes à 100? Parce que là c'est l'appât de l'argent qui vient se greffer. Or pour moi, sauf si tu as mis t'as une branche en plus, tu as une compétence en plus que tu apportes. Mais si tu n'apportes rien de plus qu'il y a 2 ans, le tarif doit être juste au départ, d'après moi. Sauf si tu t'es complètement trompé parce que tu as 40 euros de frais de transport, parce que, ouais, d'accord, là tu peux. Mais sur ce que tu apportes, tu dois être juste dès le départ. En plus, une personne que tu as reçue il y a 2 ans pourrait se dire aussi, purée, j'ai bien fait de faire à l'époque, hein, parce que t'as vu le gars maintenant, voilà. Et là, du coup, c'est là que le jugement rentre en ligne de compte. On dit, ah ouais, c'est business, machin. Et je suis Ouais. d'accord avec toi, il y a des stages, des fois, qui sont proposés à 4 000, 5 000 euros. Les gens y vont parce que c'est connu, parce que, voilà, j'ai été là, quoi. Et encore une fois, ça ramène à quoi? Faut paraître. C'est ça. Bah, c'est ça, non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, oui, il y en a qui font des stages à 5000 balles. Tu crois que parce que tu as payé 5000 balles, automatiquement, tu vas accéder à beaucoup plus de sagesse et de connaissances et que ça va aller plus vite pour finalement te rendre compte, au bout d'un moment, une fois que la note et l'ego est passé, te dire, j'ai payé un stage 5000 balles, je suis allé avec un autre, le stage, il était à 250 balles pour la même chose, et c'est avec l'autre que j'ai pigé. Et là, ça fait mal. C'est pour ça qu'il y a quand même un côté. Alors, bien sûr, alors c'est sûr que je vais donner un exemple. Maintenant, c'est sûr que entre un HLM à Bobigny et une maison à Bali, c'est sûr, c'est pas le même prix. On est d'accord. On est d'accord, c'est pas le même cadre, c'est pas le même décor, c'est pas la même ambiance. Il y a des trucs, effectivement. Alors, pourquoi c'est aussi cher, on ne sait pas, mais je vais vous donner un exemple. Je regardais la dernière fois des maisons au Paraguay. D'accord? Je regardais des maisons au Paraguay, le Paraguay est un pays qui m'attire beaucoup. Et à un moment donné, je vois donc une maison, oh, mais sans déconner, elle devait faire 450 mètres carrés, mais un truc mais immense, une baraque immense, en plein milieu de la jungle, quasiment, enfin, lisière de la jungle, tu avais une piscine, un truc comme ça. Pour le même prix en France, tu as une maison dans un quartier en plein lotissement. Et c'est Mhm. là où tu te dis quand même, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que d'un pays à un autre, le prix quadruple ou baisse complètement. Enfin, tu vois, il y a tellement de disparités, en fait. Je crois que l'humain aujourd'hui a hâte, si tu veux, qu'au niveau de l'argent, déjà qu'on est tous, qu'il y ait une monnaie mondiale, déjà, pour commencer, arrêter de nous faire chier avec toute leur monnaie à la con, dévaloriser, et qu'on soit tous, quelque part, un peu, tu vois, les mêmes prix, sur un truc un peu plus égalitaire. Parce que il y a tellement de différences. Je suis allé, quand je suis allé au Maroc, et j'ai halluciné. J'ai jamais vu autant de belles voitures. Je peux vous dire que les Peugeot et les Renault, ça n'existe pas au Maroc, très peu, hein. J'ai vu des modèles de bagnoles. J'ai vu la nouvelle Dacia, qui n'est pas sortie en France, le nouveau Touareg, qui n'est toujours pas sorti en France. Ils ont tous mais des bagnoles de ouf. Et pourtant, ils gagnent moins leur vie que nous. Mhm. Largement. Parce que le SMIC marocain, il a 300 balles. Donc, autant te dire que c'est pas la même chose. Mais, je veux dire, toi au Maroc, tu vas faire tes courses dans un magasin, tu prends un café, tu vas au restaurant pour quatre, et un bon restaurant, hein, où vous mangez un plat, un dessert, une boisson. Ben, j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est presque, c'est 10 balles par personne. Tu vois? Et ces gens-là, ils vivent bien. D'ailleurs, ce qui m'a fait halluciner, donc, c'était il y a quoi? Il y a une semaine, donc à Agadir, il y a une immense, tu sais, plage, mais qui est immense, avec une immense allée, et c'était noir de monde. Mais je te promets, on serait cru, pour ceux qui connaissent, je sais pas, un peu la Grande Motte, ou tu vois, ces endroits, en plein mois d'août, noir de monde, du monde de partout, sur la plage, c'est blindé de partout.
Tu vois, alors qu'en France, bah, là, tu vas au bord de la mer, il n'y a plus personne. Alors, vous allez me dire, il fait plus beau, d'accord, mais même au mois d'août, il n'y a pas autant de monde en France. Hmm. Tu vois, mais parce que c'est beaucoup plus abordable, ça leur permet de sortir, ça leur permet de faire des choses, etc. C'est vrai qu'on est quand même dans un pays qui vit au-dessus de ses moyens déjà au niveau de l'État. Mais on a un peu l'impression aussi que beaucoup de gens essayent de vivre au-dessus de leurs moyens dans leur vie de tous les jours. Et c'est dommage. Et comme tu l'as dit, Rémi, pour les autres. Et en fait, je crois que beaucoup de gens font beaucoup de choses pour les autres. En amour, ils sont avec des gens physiquement pour les autres. L'argent pour les autres. Certains même vont jusqu'à faire un travail de merde qui ne leur plaise pas pour les autres. Et, Exactement. et quand à un moment donné, on oublie l'autre totalement et qu'on pense à soi, c'est là où enfin on commence à renaître et c'est là où enfin on commence à vraiment, véritablement vivre sa propre vie et à écouter enfin nos véritables besoins dans tous les domaines. C'est ça. Et j'aborde aussi ce sujet dans mon deuxième livre, La vie chère, tous responsables. Tout ne tourne pas autour de l'argent, mais aussi autour de nos métiers. Parce que pourquoi est-ce que la serveuse en face qui te sert un café, elle est aujourd'hui désagréable ou tous les jours de la semaine? Ben parce qu'elle doit être fleuriste en fait. Et elle le sait pas. Elle n'a pas travaillé sur elle. Donc voilà. Alors elle gagne le SMIC derrière le comptoir et peut-être elle gagnerait 3000 € en étant fleuriste. C'est un exemple, hein, mais il y a beaucoup de personnes. Tu demandes aujourd'hui, est-ce que ton métier te plaît? Il y en a beaucoup qui vont me dire, bah non, je me fais chier, j'ai un responsable qui m'emmerde. Voilà, harcèlement moral, burn-out, voilà, ça fait 3 fois qu'on change de responsable, de directeur. C'est le monde actuel professionnel, il est comme ça. Donc, le rapport à l'argent, il est lié aussi dans nos vies sentimentales, il est lié aussi dans nos vies professionnelles, puisqu'on n'est pas, tant qu'on n'est pas en phase avec sa mission, hein, les choses ne s'ouvrent pas, tout simplement, parce qu'on n'est pas on n'est pas dans la bonne direction. T'es pas sur ton chemin. Donc, t'as beau t'acharner à vouloir rester, être, je sais pas, responsable du rayon frais. Si t'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour ça. L'univers, il va pas te faire, il va te faire comprendre que c'est pas là que tu dois être. C'est là. Et si tout le monde faisait cette introspection, si les entreprises aussi s'ouvraient un petit peu à placer les gens là où ils sont compétents, parce que au sein de l'entreprise même, il suffira juste de placer les gens en fonction de qui ils sont. La caissière, elle serait peut-être vendeuse, la vendeuse sera peut-être RH, à savoir. Et en fait, si on replace tout le monde à sa place, eh ben, les choses dans ce monde seraient quand même plus Ah bah c'est lumineuses. clair, c'est clair. Euh, et j'en veux pas à la personne qui m'a mal accueilli dans la boulangerie hier ou avant-hier. C'est pas grave, c'est parce que bon, elle a pas à le faire, mais elle n'est pas alignée, elle est pas dans son truc. C'est vrai. Je comprends, elle a ses factures à payer, il faut un job, et ça c'est normal. Mais il faut s'aligner en fait. Et je sais que tu vas me rejoindre là-dessus. Tant qu'on n'est pas aligné, il va rien se passer de bon pour nous. On va croire que c'est bon, mais il y a autre chose de mieux parce que si tu es vraiment aligné, tu vas avoir l'abondance positive. C'est vrai. Ah, c'est ça. Aligné, authentique et humble. Ça serait peut-être pas Exactement. mal que les gens commencent à s'y mettre. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est vrai. Et c'est ce que je transmets dans mes ouvrages parce que les gens me disent, waouh, ça se lit tout seul parce que t'es resté authentique. C'est toi. Et j'ai pas triché. Hein. J'ai vraiment tout mis, même les choses sur lesquelles je pourrais avoir honte. J'ai Oui, pas oui, honte. oui. C'est vrai, pour moi, je suis en phase avec moi-même. Mais je raconte parce que ça doit être accessible à tout le monde. C'est pas poétique, c'est la vraie vie, quoi. Donc, Bah, c'est ça. si mes parts d'ombre, elles sont dedans aussi. Ah oui, Je prends ma responsabilité. Et encore une fois, ce que j'ai écrit n'engage que moi. Je ne suis pas là pour dire il faut absolument croire à ce que je dis ou ce que j'écris, ou ce que je pense. C'est ma vision aujourd'hui. C'est ma vérité aujourd'hui. c'est Il y en a ça, d'autres c'est vrai. ta vérité qui n'est pas forcément la même que la mienne, même si on rejoint sur beaucoup de choses, Mm. mais peut-être qu'on a des différences, et Oui, tant mieux. bah Tant oui, mieux. c'est ça, c'est ça. C'est ça aussi la beauté de ce monde, hein. C'est la Voilà. différence entre les gens, mais qui finalement, on se rend compte à un moment donné, se dirigent tous un peu vers le même chemin, celui de la conscience vers soi. Et comme de plus en plus de gens s'éveillent à cela, on peut dire que c'est très beau. Voilà.
En tous les cas, Rémi, merci beaucoup vraiment d'être venu ce soir pour nous parler de ton expérience, de ce que tu as compris, tout ça, parce que ça fait du bien de parler avec des gens aussi, eh bien oui, comme tu dis, qui ont des parcours, un peu parcours similaires sur certains points avec toi. Et tu vois, ça permet des fois quand on vit même des choses qui peuvent revenir parfois de la vie, tu rencontres quelqu'un, tu te dis, ah bah tiens, je suis pas tout seul là-dedans, tu vois. Et c'est bien, ça permet de se dire, allez, voilà, on est sur le bon chemin, on continue, on s'accroche, on y croit, enfin, on y croit, c'est-à-dire on se laisse porter justement par la vie et on s'abandonne à tout ça. En tous les cas, merci beaucoup. Je mettrai sous la vidéo, je vais le mettre là juste après l'émission, le lien pour tes livres, ton contact pour les gens qui veulent, eh bien, être accompagnés par toi. Un grand, grand merci en tous les cas d'être venu ce soir. Merci Anatole et franchement, j'ai passé un super moment. Pour moi, évidemment, c'est presque une première sur YouTube, hein. J'ai déjà fait radio, télé ici en Guadeloupe. Me trouver là avec Anatole à côté virtuellement, alors que c'est plutôt moi qui le regarde depuis des mois à travers sa chaîne, c'est quelque chose de particulier quand même. Et merci vraiment pour cette invitation. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Et peut-être bientôt, c'est moi qui vais inviter Anatole, parce que en Guadeloupe, il y a des besoins aussi de Ah bah, compréhension. Et comme Anatole a quand même beaucoup de connaissances, c'est pour ça que je le regarde, que je l'écoute. Et donc, j'aimerais bien t'inviter sur ma chaîne. ah bah, écoute, il y a de fortes chances que je pense que je vais pas mal bouger dans les prochaines années. Donc oui, ce Ok. sera avec joie. Avec joie. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Je rappelle la prochaine conférence. Alors, bien sûr, les énergies de la semaine, lundi prochain à 11h30. Et puis, le lundi soir, je ferai la conférence sur les aquafariens. J'ai pas pu la faire hier soir, mais je vous la ferai lundi soir. Voilà. Merci à vous tous. Belle nuit, belle soirée, bon week-end. Reposez-vous bien et réchauffez-vous bien parce que ça commence à cailler ici. Hein, Rémi, c'est pas ton cas. Hein. Ah, moi, c'est moi, merci. J'ai mis la clim. Allez, belle soirée. Merci à vous tous.